Top. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode des Gueules du Dentaire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une femme au parcours aussi atypique qu'inspirant. Elle a commencé sa carrière à New York, et ouais, ça s'invente pas, en plein cœur de la finance, avant de faire un virage à 180 degrés pour se rapprocher de ce qu'elle aime profondément, l'humain. L'humain, le sens et le développement personnel. Après une expérience en grand groupe en Europe, elle entame une reconversion ambitieuse. Formée au yoga, puis au coaching professionnel, elle fonde son propre cabinet d'accompagnement et se spécialise dans un domaine que vous connaissez bien, l'accompagnement des chirurgiens dentistes. Son approche va mêler coaching, bien évidemment, mais intelligence émotionnelle et stratégie de croissance. Une combinaison puissante qui peut paraître surprenante, mais qui est faite pour faire évoluer nos pratiques, nos équipes et parfois même nous-mêmes. Elle collabore aujourd'hui avec des acteurs de référence comme Cyril Gaillard et accompagne des dirigeants du dentaire avec une vision très claire. Développer le leadership, transformer la posture du praticien et insuffler du sens dans les cabinets dentaires qu'elle accompagne. Dans cet épisode, on va parler reconversion, alignement, entrepreneuriat, mais également peur, résistance et transformation durable. Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Fanny Taburel. Bienvenue dans les Gueules du Dentaire, Fanny. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Voilà, donc tu vas relancer les nouveaux épisodes des Gueules du Dentaire qu'on avait imaginé s'arrêter au numéro 100, mais ça ne pouvait pas s'arrêter comme ça. Et ça faisait voilà, donc les nouveaux formats, puisque quand nos auditeurs vont écouter, on va se dire: «Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau?» Le nouveau format, c'est que, je vais inviter pas uniquement des dentistes, mais des gens qui gravitent autour du dentaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on enregistre la vidéo dorénavant, en plus du son. Et la troisième chose, eh bien, c'est qu'on enregistre la vidéo, donc on aura un support de diffusion supplémentaire. Voilà, et donc je t'ai connu quand effectivement, je travaille en partenariat avec Cyril Gaillard. On s'est rencontrés comme ça. Et j'ai trouvé ça très intéressant d'avoir quelqu'un qui n'est pas dentiste, qui n'a pas de formation de dentiste et qui n'a pas été formé au coaching par des dentistes. Parce que ça peut paraître surprenant, mais finalement, les gens autour de vous, Cyril Gaillard, il est dentiste. Edmond Binas, il est dentiste. Comment il s'appelle qui est à Lorient, C2S. En gros, les coachs sont essentiellement des dentistes au départ. Et je trouvais que c'était intéressant de parler avec quelqu'un qui vient d'autre part, notamment de la finance, ce qui va pouvoir C'est vrai que j'ai en, un en- un petit peu atypique, oui. voilà, ça va pouvoir piquer un petit peu, d'avoir une financière dans le truc. Mais voilà, et de la finance de New York passer au yoga, on peut parler de grand écart. En tout cas, bienvenue, et ça me fait très plaisir de t'avoir avec nous. Merci beaucoup Stéphane. Alors, juste, il y a des choses qui n'ont pas changé dans les gueules du dentaire. Je vais te demander de te présenter, qui est Fanny, par Fanny elle-même. Alors qui est Fanny? Eh bien Fanny Taburel, j'ai grandi en Bretagne. Je suis passée par, comme tu disais, donc la psychologie, la finance, le yoga même. Je suis passée également par New York, par Luxembourg, avant de poser mes valises à Bordeaux, où, j'ai créé un cabinet de coaching stratégique et humain pour les dirigeants. Et ensuite, j'ai rencontré donc Cyril Gaillard et au travers de GAD Consulting, on a créé un cabinet, donc stratégique et humain, toujours à destination des dentistes. Et aujourd'hui, on les accompagne, afin qu'ils deviennent des leaders qui sont sereins, des leaders qui réussissent à créer des cabinets dentaires, qui sont structurés, qui sont prospères et surtout qui sont alignés avec leurs valeurs. OK. Alors, il y a 2 choses, je le disais dans l'introduction, on va parler reconversion, alignement. C'est-à-dire qu'on va voir comment on passe de la finance, à New York, à prof de yoga. Ça n'a rien de péjoratif, mais c'est quand même assez surprenant. Et puis ensuite, dans la deuxième partie, j'aimerais justement qu'on explique bien ce qu'est ce cabinet de consulting, parce qu'on connaît Cyril comme il a été formé par Pierre Brassard. Donc on voyait très bien l'accompagnement, mais il y a quelque chose qui a changé avec ton arrivée. Alors je ne sais pas où est la poule, où est l'œuf. Et donc on verra la différence entre GAD et GAD Consulting, ça dans Mmh. une deuxième partie. Euh, toi, donc tu m'as dit, tu grandis en Bretagne, hein. Tu es né en Bretagne, c'est ça? Exactement, ouais. Je Ouais. suis Et née à côté de Fougères. Fougères, très bien. Il y a le Blavet là-bas. Exactement. Ouais, ouais, tu vois. Comment je connais le Blavet? Eh ben, écoute, j'avais un copain qui avait une grande tante qui habitait
à Lanester, oh mon Dieu, et on voyait, quand on allait en vacances là-bas, on voyait les militaires qui traversaient le Blavet, qui était une eau dégueulasse et hyper froide. Et donc, je connais très bien. Et donc, voilà, tu es à Fougères, enfin à côté, et ta vie, c'est quoi là-bas? Ma vie à Fougères, elle est plutôt tranquille et je dirais même trop tranquille. En fait, j'avais déjà, dès l'enfance envie d'envergure, de dynamisme, de mouvement, de plus grande culture, d'international et donc moi j'ai grandi là-bas jusqu'à l'âge de 16 ans et à 16 ans, en fait, j'ai un petit peu motivé mes parents à aller pas très loin au début, à aller à Rennes pour pouvoir aller, faire le lycée et après 1 an, en fait, heu, j'avais connu un petit peu Rennes et je voulais, découvrir autre chose et j'ai décidé donc de passer mon bac par correspondance, à Grenoble. Ah ouais, et pourquoi tu pas allé au lycée à Grenoble? Ça se faisait pas ça? Parce qu'en fait, déjà dès le collège, j'allais très, 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 très vite à l'école, je m'ennuyais à l'école. J'apprenais beaucoup par moi-même, en fait, j'avais toujours un petit peu d'avance, sur les programmes et pour moi, lorsque j'étais à l'école, en fait, je perdais mon temps. D'accord. Donc comme j'étais dans les premières à l'école, je savais que même si j'apprenais par moi-même, à Grenoble de mon côté, pour pouvoir faire du snow toute l'année, j'aurais mon bac sans difficulté. Ah, en fait, tu étais parti à Grenoble pour faire du snowboard? Ouais, voilà. OK. C'est sûr que c'est quand même mieux qu'en Bretagne, mais il me manquait une donnée, parce que je comprenais pas pourquoi Grenoble. C'est une très jolie ville, hein, mais En Grenoble, c'était parce que j'avais envie de faire du snow toute l'année, d'être dans un autre environnement, encore plus nature, voilà, de découvrir d'autres personnes, et puis de vivre une autre expérience, en fait, par moi-même sans être dépendant de l'école. d'accord, OK, et donc tu pars à Grenoble, tu passes ton bac avec le CNED et Voilà. alors ce qui est assez intéressant quand on regarde ton CV, sur tes formations, on voit que tu as fait pas mal d'écoles en fait. Tu as cumulé tes formations Mmh mh. et comment ça, tu le fais pas par correspondance par contre? Non, non, non. Non, il y a juste le bac que j'ai fait par correspondance. D'accord. Juste le bac parce que je savais que, bah, c'était pas, même si c'est un passage qui est important, c'est pas non plus, très, très difficile donc voilà Et et comment j'ai travaillé juste 2 mois avant le bac à fond parce que bon, voilà, j'ai vécu de mon toute façon, il y a plus de neige. expérience À perso, partir de mai, à partir neige d'avril, mai, il y a plus de neige. et j'ai travaillé à fond et voilà et je l'ai eu avec mention, donc j'étais très, très fière de moi et Et ça, et c'était en quelle année? ouh là, je sais plus, mais c'est de ouais, je sais plus, ça remonte, hein, je sais pas, 2000, je sais pas, 19 je sais pas, 2000 à peu près, avant 2000. 2000, OK. Enfin moi, le mien, ça remonte à 1988 quand même, hein. Au siècle dernier. Moi, je suis diplômé du siècle dernier. OK, et donc, à ce moment-là, comment tu choisis ta formation, post-bac, en fait? Parce que, bon, à l'époque, il y a pas les systèmes comment ça s'appelle? Parcoursup et cetera. Non, non, il y Mais, a c'était com vraiment juste par intérêt. En fait, j'étais très intéressée par l'humain en général et d'accord. ensuite j'ai choisi d'intégrer, l'université de psychologie, tout simplement parce que je voulais comprendre, comment l'humain fonctionnait. Vaste Comment tâche. devient ouais, comment devient-on, la personne que l'on devient? Qu'est-ce qui fait que des personnes, ont un mental de fer et réussissent tout ce qu'ils entreprennent? Et qu'est-ce qui fait que d'autres personnes, se bloquent par elles-mêmes? Et voilà, donc en fait, j'ai voulu, vraiment, intégrer l'université de psychologie de Rennes au début, parce que, je voulais comprendre l'humain et notamment, l'athlète aussi pour aller vers plutôt au début du coaching mental d'athlètes, de sportifs. D'accord, OK. Intéressant ça. Voilà Intéressant. et en fait, à l'université de Rennes, il faut savoir qu'il y a plusieurs spécialités, hein, dans les universités de psychologie. À Rennes, la spécialité, c'était vraiment, la psychologie du développement, donc la psychologie, du bébé, de l'enfant et ce qui m'a marquée, en fait, c'est qu'il y avait une expérience qui était filmée et cette expérience montrait les interactions,
du nourrisson avec la mère et les conséquences de ces interactions. Et l'expérience, qui s'appelait Still Face, montrait que lorsque le bébé regardait sa mère, qui n'avait aucune expression faciale, donc qui ne répondait pas à ses gazouillements ou à ses bruits, donc n'avait aucune expression, eh bien, il passait de la vitalité à l'angoisse. Tu vois, il passait OK. du bien-être à la détresse. Et donc là, à partir de ce moment-là, tu te dis: «OK, le comportement des adultes a une interférence très, très, tôt dans la vie, de l'humain en général». Mmh. Et comme j'aime bien comprendre les choses dès l'origine, je me suis dit: «OK, donc déjà, pour pouvoir aider un athlète, il faut aussi comprendre comment tout l'humain fonctionne dès la base». Et c'est ce qui m'a attirée, vers finalement la psychologie, au début, et bien, de l'enfant, et de l'adulte par la suite. Et suite à cette, formation en psychologie, finalement, je me suis dit: «OK, mais i il faut vraiment, qu'on change le système, scolaire», parce qu'en fait, le système Mmh. scolaire actuel n'est pas du tout, heu, respectueux, tu vois, de Ça manque de ski, ça manque de ski. ouais, il n'est pas du tout respectueux des besoins de l'enfant, en fait, hein. Non. Mmh. L'enfant, il a besoin d'être, curieux, il a besoin d'être actif dans son développement, il a besoin d'être, de sentir qu'il est écouté, aimé, et pas, qu'on le contraint à performer et à obéir, en fait. Et Et je confirme. Alors juste un petit aparté là-dessus parce que j'ai vécu un truc pas plus tard qu'hier. Donc ma fille a des gros problèmes de santé actuellement et qu'on est en train de résoudre et donc comme elle est déscolarisée, ils ont le système, c'est pas mal foutu d'ailleurs, l'académie met à disposition un robot que tu mets dans la classe et de la maison, tu te connectes au robot, pour qu'elle puisse suivre les cours. Donc jusque-là, rien d'exceptionnel, elle est contente avec son truc et cetera. Et donc hier, c'était sa première session et moi, je me mets derrière pour l'aider à connecter le truc, et cetera. Et donc, tu vois tout ce qui se passe dans la classe. Et là, tu te dis: «Ah ouais». En fait, ça se passe comme ça dans une classe et moi, je m'en souvenais plus du tout, mais tu les gamins, ils tiennent pas en place, tu vois? Ils se lèvent et là, tu voyais un gamin, il dormait, l'autre, il tapait sur l'autre. Tu avais la prof qui faisait de l'anglais, qui essayait d'apprendre des trucs. Moi, ma fille qui était derrière le truc en train de lever le doigt. Et là, tu te dis: «Mais on a mis juste 30 gamins qui se ressemblent pas dans une même boîte et on veut leur apprendre la même chose» et tu es sûr exactement, qu'il y en a la moitié qui vont pas capter, 10 qui vont capter, hein, et 5 qui vont être passionnés, en gros. Et donc ça résonne tellement avec ce que tu viens de dire là que vraiment je te dis, c'était il y a 24 heures au moment où on enregistre, quoi. mmh On mh. enregistre. Ouais, ouais, non, et donc à cette époque, tu vois, j'avais ce projet, je me suis dit: «Bon, peut-être qu'il faudrait que je crée une école alternative». Une école, tu sais, un peu Ouais, sous le style de Montessori. Montessori, ouais. Mmh. Bon, Montessori, il y a des avantages et des inconvénients, hein, c'est pas non plus parfait, hem, mais voilà, je voulais créer une autre école. Et c'est d'ailleurs, je sais pas si tu sais, mais c'est d'ailleurs, j'avais, la fortune et peut-être le nombre d'enfants d'Elon Musk, j'aurais pu créer, tu vois, mon école pour mes enfants parce que, là, j'ai un enfant de 2 ans, 2 ans et demi, il se pose la question de l'amener, de choisir une école Mmh. l'année prochaine. Bon, bah, lequel Ouais, système tu choisis, tu vois? Toi, tu as et une justement enfant? tu vas faire comment alors? C'est intéressant ça. Bah, écoute, je vais essayer de trouver une école Montessori s'il y en a une à côté, de là où on sera, et si je trouve pas, bah, je pense que je complémenterai à la maison par tout ce qu'apprennent pas, les professeurs à l'école. Après tu vas voir que l'éducation à la maison, c'est ouf! Nous on vit ça depuis 2 mois, pouf, c'est non, c'est un truc qui est vraiment, vraiment très compliqué. Il y avait un épisode de Yacine Corbin, c'était le numéro dans les 50, je crois 40 ou 50. C'est assez intéressant, lui, il a vécu aux États-Unis quand il était tout petit Mmh. et hem et bah, il expliquait son expérience scolaire là-bas, absolument rien à voir, mais qui est centrée sur l'enfant. Alors tu vois, c'est un peu entre notre système et celui de Montessori, où tu as plus d'encadrement que Montessori, mais tu as plus de liberté que chez nous. Et puis surtout, et il y en a un autre qui avait raconté ça, je sais pas si tu as écouté, c'est Marco Mazzave.
Mmh. C'est un des derniers 97-98e épisodes. Et lui expliquait aussi qu'il avait vécu aux États-Unis et en gros, bah, il laissait les gamins s'exprimer. C'est-à-dire que s'il était bon en maths, il le laissait faire des maths. Et donc, il disait à la fin, tu n'avais pas de niveau en fait. Tu avais un niveau en maths, un niveau en anglais, mais tu pouvais être avec les meilleurs en maths et les moins bons en anglais. Et c'est pas un problème, on te faisait évoluer comme ça. Et mais effectivement, je trouve que moi j'ai 6 enfants, enfin 5 qui sont scolarisés, dont une qui est dans les grandes écoles, enfin dans les concours. Et en fait, tu te dis, ouais, est-ce que tout ça a un sens, quoi? Et tout ça a du Bah, sens. tout Et moi, je ça trouve n'a que pas tellement de sens parce qu'en fait, ça a été créé, il y a des milliers d'années maintenant, donc ce système, mmh. il est à revoir depuis longtemps. Ah Sauf que oui, et puis personne il a rien rien qui a changé, hein. non, il y a Toujours strictement l'évaluation, des notes, classées, un rang, bien sûr mmh. et maintenant, tu vois, les métiers de demain, c'est pas du tout les mêmes métiers qu'il y a 50 ans, Ah non, donc surtout qu'ils n'existent forcément pas. c'est C'est ça. surtout les métiers de demain n'existent pas, donc tu vas passer un diplôme pour faire un truc qui n'existe pas encore. C'est Donc ça et donc il faut préparer l'enfant à être hyper ouvert, résilient, à s'adapter tout le temps, à être dans l'anticipation aussi pour pas être passif mmh. et donc bon, voilà, Et ça donc c'est tu fais ça à la f et pourquoi de Grenoble, tu es retourné à Rennes alors? Tu en as ras le bol du snow non parce ou? que non, mais c'était, en fait, quand je suis allée à Grenoble, je connaissais personne et donc c'était génial, hein, de connaître d'autres personnes, mais après je suis retournée à Rennes parce que c'était plus facile pour moi, il y avait toute ma famille Mmh. Mmh. et c'était plus simple. Et comment Voilà. juste, pour revenir là-dessus, c'est comment tes parents réagissent au moment où tu leur dis: «Bon écoutez, vous êtes gentils, moi je vais aller faire du snow là-bas parce qu'ici je m'emmerde et je reviens dans 1 an et je passe mon bac par correspondance». Tu vois, une de mes filles me ferait ça, je serais capable de dire: «Oui, bah, vas-y pour voir», mais faut être un peu ouvert d'esprit quand même. Ouais, mes parents sont assez ouverts d'esprit et en fait, comme ils voyaient que j'étais dans les premières de ma classe et que je travaillais tout le temps par moi-même, ils se sont Mmh. pas inquiétés. Ils sont pas inquiétés, OK. Mmh. Mmh. Mais ça doit être flippant quand même quand tu as Ah non, c'est sûr, ça doit être flippant, mais en même temps, tu te dis: «Ouais, ton enfant, il va vivre son expérience qu'il a choisie lui». ouais. Pas qu'on lui a fait choisir, mais qu'il a choisi lui et donc finalement, c'est une certaine forme aussi d'expression. Et il en reste toujours quelque chose. Ah Il en reste oui. toujours quelque chose. Ah Et donc tu de cette fac parce que sur le CV que j'ai récupéré sur LinkedIn, il y a plein de choses, mais qui vont pas forcément dans l'ordre. Donc et c'est à quel moment que tu fais ta certification de coach? C'est à l'issue de ta formation de psycho ou? Non, en fait, après donc bon, je me suis dit: «OK, c'est génial de vouloir créer une école, sauf qu'il faut quand même des connaissances en gestion, en organisation, en communication, voilà, pour créer quelque chose de solide» et donc j'ai intégré une école de commerce en 5 ans, à Bordeaux et là, bah, finalement, ce fameux projet de cœur au début s'est transformé, parce qu'il y a un petit formatage quand même en école de commerce, hein. Heu, donc il s'est transformé en passion pour l'analyse financière et hem et après, eh bien, j'ai commencé en audit interne, en finance, pendant à peu près 10 ans et après, j'ai, passé mon diplôme de coach. Parce que là, je vois tu as 3 masters. Ouais, 2 masters. 2 masters, Bah, l'INSEC, c'était pas un master? si, si, un Si. master. Après j'ai l'IAE de Pau-Bayonne, master 2 CCA, master degré CCA comptabilité et finance. Et après, j'ai master 2 audit et contrôle de gestion. Non, non, c'est master 2 audit et contrôle de gestion, c'est à l'INSEC. Ah OK, d'accord, OK. Donc ça fait votre 2 masters, c'est déjà pas mal, hein? Oui, oui, Donc 2 masters en finance, oui, parce qu'en fait, si tu veux, donc j'ai fait un premier master, en école de commerce. Ensuite, j'ai travaillé en audit et j'ai travaillé, en tant que directrice financière mmh, et quand j'étais directrice financière, bah, j'avais envie d'aller à plus haut. Donc j'avais envie, d'être, expert comptable et j'ai passé donc, et donc voilà, je t'explique. Quand tu es directrice financière, déjà tu as réussi à gravir certains échelons. Tu fais aussi du management et tu as, des responsabilités. Et lorsque tu décides d'être expert comptable, eh bien, l'ordre des experts comptables te dit: «C'est très bien, mais tu vas devoir, eh bien, redescendre en bas de l'échelle pour avoir le statut mmh. de stagiaire pendant 3 ans et après tu pourras passer ton diplôme d'expertise comptable».
Et donc là, je me suis dit: «Bon, OK, c'est difficile de redescendre, de ne plus avoir trop de responsabilités et surtout, tu fais beaucoup de comptabilité en première année, Mmh. de stage d'expertise comptable, donc c'est pas le plus important, enfin surtout le plus intéressant». Et là, bon, je cherchais une solution. Je me suis dit: «Bon, peut-être qu'il faut que je le fasse à l'étranger» parce que, l'ordre des experts comptables autorise que tu ailles une année hors de l'Europe. Et donc j'étais en train de faire de la corde à sauter dans ma maison, dans la nouvelle maison que je venais de construire, et je regardais BFM Business. Et en regardant BFM Business, je vois, et j'écoute, un homme qui s'appelait, enfin qui s'appelle toujours Monsieur Blanchard de KVB Partners qui expliquait, son activité d'expertise comptable franco-américaine à New York et il aidait les entrepreneurs français à s'installer sur le sol américain. Et je me suis dit: «Bah, en fait, c'est exactement ce que je veux faire. Je vais aller à New York et je vais passer ma première année d'expertise comptable pour pas qu'elle soit trop ennuyante là-bas». Et donc c'est un pari un peu fou, mais j'ai envoyé mon CV, et puis, 6 mois après, bah, en fait, j'avais le visa et j'étais dans l'avion pour commencer à New York. Et donc là-bas, c'est quoi? Parce que les Américains, ils ont 2 types de formations. Tu as une formation, enfin, dans d'autres domaines, tu avais les formations, dans les sociétés, en fait, où tu es supervisé par un organisme de formation, mais c'est vraiment très, très professionnel. Et puis, tu as les formations très théoriques à l'université. Là, c'est vraiment, c'est plus une formation, shoulder over the shoulder, ou Ah non, c'est non, dans là, une c'était pas école? une formation, c'était un travail. Ah, c'était un travail. Ouais, ouais, quand ils appellent ça stage, c'est comment dire? C'est un statut. C'est un statut, mais tu travailles réellement, en fait. Et tu C'est peux te former, enfin, tu peux gagner une qualification avec ça? Ou pas du tout? Non, Ah si, si. c'est ah Si, en oui. fait, tu dois faire tes 3 années, c'est comme si tu dois faire, par exemple, 3 années, tu fais junior, senior et puis, on va dire confirmé et Mmh. après tu peux passer ton diplôme d'expertise comptable. Mais, D'accord. eux, ils appellent ça stage dans le jargon, d'expert comptable, mais en fait, c'est 3 années qui valident tes compétences en expertise comptable. C'est pas con. C'est une espèce de VAE, quoi, de validation des acquis, par Voilà. l'expérience, grosso modo. Mmh. OK, Ouais, et donc toi, tu arrives là, et tu pars combien de temps à New York, alors? bah, 1 an parce qu'en fait, l'ordre des experts comptables Tu as n'autorise demandé qu'une qu'1 an. seule année. Ouais, c'est ça. Donc je suis partie 1 an à New York et c'était vraiment, vraiment génial. Mais je suis partie, tu vois, je connaissais pas trop l'anglais, pas trop la comptabilité américaine, le droit américain, la fiscalité américaine. C'était un vrai pari aussi. C'est quand même très Et différent, en plus, hein? ah mais c'est tout à fait différent mais après, ce qui est génial là-bas, c'est que c'est la culture américaine. C'est-à-dire Mmh. que, on te donne tout, à toi de prouver, ce que tu sais faire. Mmh. Et à toi, en fait, bah, d'apprendre par les erreurs, à toi, finalement de te dépasser, c'est vraiment la culture de tout est possible, en fait, hein. Quand Obama, il dit: «Yes we can», bah, en fait, c'est Mmh. ça, c'est yes you can, c'est tu sais faire, tu peux faire Mmh, tout ce que mmh tu mh. peux si tout ce que tu peux si tu le veux, en fait, hein, tout est possible et hem et donc voilà, donc c'était génial, j'ai appris énormément et ensuite comme, je voulais continuer à parler anglais et je voulais pas revenir en France, donc je suis allée à Luxembourg parce que c'était dans l'Europe, donc c'était accepté et j'ai passé ma deuxième année à Luxembourg dans un cabinet, un grand cabinet, un des Big 4, on les appelle les Big 4, il y en a 4 qui s'appellent PwC. Je sais OK. pas si tu les connais Non, un peu? non. Et le PwC, c'est et PricewaterhouseCoopers. OK, et ça, tu as toujours ta maison en construction, là où tu faisais de la corde à sauter? Non, bah non, je l'ai vendu je l'ai vendu, directement 1 an après. Et donc parce que tu avais toujours l'idée de redevenir expert comptable, donc avec 1 an à New York, 1 an au Luxembourg, et tu voulais revenir, faire la 3e année en France, c'est ça? Ou Oui, en France ou à Luxembourg à l'époque, ouais, ouais, non, en France, c'était possible. C'est sûr que tu connais un peu moins de choses sur la compta, française pure et dure, mais quand tu es expert comptable, tu as pas besoin d'être, heu, enfin, tu es plus dans l'analyse que dans la comptabilité. Donc forcément, ouais, tu valides les bilans, mais tu étais aussi ton rôle, enfin, en tout cas, moi, mon rôle, comme je le pensais en tant qu'expert comptable, c'était vraiment plus l'analyse financière. l'analyse financière, et donc là, tu fais, de Luxembourg, tu passes 1 an, c'est ça? Luxembourg, j'y suis même 2 ans. À 2 ans, donc tu fais tes 3 années comme ça? 2 ans et demi. En fait, j'ai fait, j'ai fait 2 ans parce qu'en fait, j'ai réintégré PricewaterhouseCoopers
où j'ai travaillé, pendant, pendant un an, plein une année pleine chez eux où en fait c'est complètement un style de management qui est différent. Par La rapport à base quoi? Par rapport par aux États-Unis? par rapport aux États-Unis, c'est complètement différent. Quand tu arrives, en plus c'était un grand groupe, donc c'est-à-dire que tu as plusieurs échelons. Tu as associate junior, ensuite tu as associate senior, ensuite tu as manager, ensuite tu as directeur et puis si par chance, tu es dans le bon réseau, tu peux être partner. Et le management, c'est un management par la peur. C'est pas un Ah ouais? management bienveillant par «je te donne ta chance et tu apprends avec les erreurs et montre-moi comment tu réfléchis, qu'est-ce que tu crées, qu'est-ce que tu apportes comme valeur». C'est pas ça. C'est tu es là, tu rentres dans ta case, tu arrêtes de penser et tu exécutes. Ça, Et c'est à Luxembourg, hein? On ouais, n'est pas en ouais, France. mais c'est à Ah ouais? Luxembourg et c'est souvent dans les Big 4, hein. Dans les Ah grosses ouais? sociétés, c'est souvent comme ça, en fait. Tu pas, tu es un peu monotache et tu dois vraiment rentrer dans le cadre, faire ce qu'on te dit et peut-être que tu vas pouvoir donner ton avis, mais c'est pas certain. Donc D'accord. et puis je suis arrivée là-bas, il y avait un jeune manager qui était, fraîchement promu et qui me dit: «Ben, écoute, j'ai vu que lorsqu'on me manageait par la peur, lorsqu'on me mettait la pression, j'avançais plus vite. Donc je vais te mettre la pression». Et là, quand j'ai entendu ça, je me suis dit enfin, je me suis dit: «Bon, lui, il a rien compris». Et je lui ai dit: «Écoute, peut-être que ça a marché avec toi, mais ça marchera pas avec moi. Donc si tu ne changes pas ton mode de communication avec moi, clairement, tu auras pas ce que tu veux». Et mmh et bon, là, ça commençait pas très bien, tu vois? Et donc voilà, donc j'ai travaillé là-bas, mais vraiment sans grande conviction et c'est là où je me suis dit: «Bon, stop, je fais un petit break parce que ça me convient pas» et je suis allée en Grèce pour passer le diplôme de prof de yoga. Ah ouais. Ce qu'on Oui, appelle un grand écart, en fait. donc ce qu'on appelle un grand écart parce que tu te dis dans la vie quelquefois, bon et à un moment donné, tu es plus trop aligné avec ce que Mmh tu veux mh. faire et il vaut mieux prendre un peu de hauteur, prendre du temps pour toi et voir vraiment où est-ce que tu veux que la vie te mène et comment tu veux la mener, plutôt que de continuer, quoi. Et donc là, quand tu pars faire du yoga, c'est, tu te dis: «Voilà, je me fais une césure et je vais me ressourcer et puis, bon, je fais un truc qui me plaît» et ou parce que tu as un autre objectif, parce qu'en fait, on va se rendre compte que petit à petit, tu étais en train de mettre des pièces sur ce que tu allais devenir. Mmh. Un coup de psycho, Mmh. un coup de méditation avec le yoga, de l'analyse financière. Mmh. Voilà, alors c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'on peut refaire le film à l'envers en disant: «Mais ah bah, finalement, c'est parce que j'ai fait ça, ça et ça que je suis devenu ça». Mais où est la poule, où est l'œuf? Est-ce que c'est parce que tu as fait tout ça sans grande idée de ce que tu devais devenir que tu es là aujourd'hui? Ou c'est parce que tu es là où tu es aujourd'hui, c'est exactement ce que tu avais imaginé et que tu es allé faire, les différentes formations qui étaient nécessaires? Je dirais que j'avais la grande vision de ce que je voulais faire, mais le chemin n'était pas figé. Et D'accord. j'aime bien suivre mon intuition. Donc en fait, je me suis dit: «Bon là j'ai envie de faire ça, allons-y». OK. Et je suis partie en Grèce, j'ai passé mon diplôme de professeur de yoga et le yoga, faut pas s'imaginer que enfin, je sais pas comment tu l'imagines toi le yoga d'ailleurs? Je l'imagine, pas beaucoup parce que je ne sais même pas me plier en 2. Ma sœur fait beaucoup de yoga. OK. Je vois plus ça sur de la mode de relaxation et de connexion à autre chose, un peu un moyen de s'évader intellectuellement. Maintenant je suis pas pratiquant et de toute façon mes conditions physiques, tu vois, je fais du sport, le matin de 7 à 8, 3 ou 4 fois par semaine. Je vois bien comment je me plie en 2. Je vais pas me mettre au yoga. J'ai pas aller faire le chien et l'arbre là, hein. Ça, c'est sûr. Ouais, mais tu vois, c'est parce que justement, peut-être que tu es pas flexible qu'il faut en Ah fait non. devenir flexible. Oui, oui, non, c'est j'y travaille tous les matins, mais je préfère soulever de la fonte. Je sais pas pourquoi. Ce qui va me rendre encore moins souple, hein. Mais, et en vrai, en plus, c'est même pas vrai, je soulève pas de la fonte, mais j'ai plus une connexion avec les exercices de force, Mmh. que voilà, quand je vois ma sœur, qui a à peu près mon âge, 1 an de moins que moi et qui fait le poirier avec les jambes, en canard, c'est pour moi, c'est lunaire, quoi. C'est lunaire. Ouais. Je me suis un peu entraîné à la méditation pendant un moment, pendant quand il y avait vraiment le feu dans ma tête. C'est assez sympa, mais, et j'aimais bien en plus. Vraiment, ça m'avait reconnecté et puis, Ça ressource tu sais, énormément. c'est le genre de truc, si tu pratiques pas
de façon très, très régulière. Tu dis: «Je le ferai demain», c'est comme la lecture. Mais Mmh. voilà, ces moyens un petit peu calmes, ne correspondent pas exactement à ma façon d'être. Mais le yoga, je sais que c'est beaucoup plus fort que ça, en fait. Il y a Oui, exactement. En fait, le yoga, si tu veux, c'est un principe de vie, c'est une philosophie où on dit qu'il y a 8 piliers dans le yoga. Il y a, il y a l'éthique pour toi, il y a l'éthique envers les autres, il y a la méditation, la respiration, il y a les postures, il y a la concentration, il y a, ce qu'on appelle, une non-dépendance, de l'extérieur sur son bonheur et puis il y a l'éveil. OK. Tu vois? Et en fait, quand tu apprends, à être prof de yoga, bah, tu apprends tout ça et ça peut complètement être en lien avec, le coaching de dirigeants. Parce que Ah, le tout à fait, dirigeant, ça, j'en suis persuadé, ouais. tu vois, le dirigeant, il a besoin d'avoir, tous ces piliers qui sont bien stables et bien forts pour pouvoir, être serein, pour pouvoir, prendre les bonnes décisions, pour pouvoir, être heureux, épanoui. Et donc ça, tu vois, je l'applique aussi, sur certains clients parce que je vois que certains clients sont, quelquefois dans une surcharge mentale qui est tellement énorme qu'ils n'arrivent même pas à prendre de la hauteur, à se concentrer ou à méditer, sur quelque chose en particulier et à partir du moment où ils le font, bah, c'est une autre vision, hein, c'est une autre manière de diriger. Non, mais ça, j'en suis intimement persuadé. C'est le et puis, surtout, ça te permet de quand tu atteins ces niveaux-là, c'est que ça te permet de prendre de la hauteur, en fait. Et Complètement. ça, j'en suis intimement conscient. Mais voilà, et c'est là où c'est de la folie humaine, hein. C'est-à-dire que tu en es conscient, mais tu arrives pas à le faire. Alors que tu sais que c'est ça qu'il faudrait faire. Et alors je parle du yoga, mais ou de la méditation, mais je sais que quand j'avais commencé à me méditer, en fait, ça me calmait beaucoup Clairement. et ça me permettait de prendre de la hauteur et puis de me dire: «Bon, bah, finalement, tu sais, quand tu es dans le truc tous les jours, tu vois, tu as pas fait ça, tu as pas fait ça, tu te fais des to do list, des machins, tu deviens fou, en fait. Et Mmh le fait de mh. prendre de la hauteur, bah, tu te dis: «Bon, bah, ça, je l'ai pas fait, mais c'est pas grave», enfin, je sais pas que c'est pas qu'il faut pas le faire, mais c'est pas non plus je vais pas me foutre la rate au courbouillon avec ça. Et ça, j'en suis intimement persuadé, mais on est vite rattrapé par le quotidien, donc c'est un Ouais, effort, permanent, en fait, hein. en fait, il faut le mettre dans sa routine. Mmh. Tu vois, c'est comme quand tu te brosses les dents, ben, c'est pareil. Tu dois te dire: «Allez, je fais 10 minutes de méditation, par jour et ça contribue à ma bonne santé et à ma clairvoyance». Il y a aussi un autre truc, en tant que, tu vois, c'est de se dire, effectivement, se brosser les dents, ça fait partie de l'hygiène de vie et cetera, mais on n'a pas encore la conception. Je pense qu'il y a un vrai effort à faire en disant: «La méditation fait partie, intégrante de mon hygiène de vie» et D'accord. que, et tu vois, j'arrive pas toujours à le j'ai pris des applications. Alors ça, c'est assez drôle parce qu'en fait, tu retrouves ta nature, c'est de dire je vais me prendre une application sur le téléphone qui va m'aider à méditer. Et j'utilise un truc qui s'appelle Petit Bambou, c'est super bien fait. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, tu te dis: «OK, aujourd'hui, j'ai pas le temps» et c'est là où c'est difficile de se faire la violence nécessaire pour se dire: «Bah, en fait, tu vas trouver le temps parce que c'est ça qui va faire que tu vas être en bon état, quoi» Non, mais et surtout qu'on essaie de pas beaucoup de temps parce que tu as des méditations de 5-10 minutes et rien que ça t'apporte énormément. ouais, Il y a la méditation et puis il y a la visualisation. ouais, La ouais. visualisation est très utilisée par les athlètes Mmh. et souvent, hein, les athlètes qui méditent plus que ceux qui s'entraînent réussissent de meilleures performances. Ouais, il y avait un très bon, Oui, j'avais fait un très, très bon épisode avec Alice Modolo. oui. Alice Modolo qui est, championne du monde d'apnée, une apnéiste, qui est une dentiste au départ, qui avait que avec qui j'ai travaillé d'ailleurs il y a très, très longtemps, parce qu'elle était de Rouen, enfin de Clermont-Ferrand et elle avait travaillé à Rouen et enfin je sais pas si tu la connais, mais il faut la suivre sur, tu vas la suivre sur LinkedIn et là elle fait du yoga mais à outrance et l'autre jour, elle montrait un exercice de respiration, elle faisait rentrer son diaphragme dans ses côtes. Mmh Waouh! mh. C'est hyper impressionnant quand même, hein. Tu te dis: «Moi si j'arrive à faire ça, c'est que déjà j'aurais 18 kilogrammes en moins C'est pas si et compliqué, hein, c'est une habitude, c'est un entraînement. ah ouais, mais elle, c'est quand même arrivé tu te demandes où sont passés les organes, l'estomac, l'intestin, c'est intéressant et elle explique en fait, quand elle s'entraîne, c'est surtout de la méditation et du yoga plutôt que de la descente en apnée. Elle dit: «La descente en apnée est une conséquence de tout le travail en amont, quoi». Mais c'est sûr parce que c'est le contrôle de soi aussi, c'est le contrôle des émotions,
Heu et puis en plus, l'humain, si tu veux, quand il visualise, l'humain ne sait pas faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Donc en fait, D'accord, quand tu visualises quelque chose, et quand tu répètes cette visualisation, l'humain, va enfin en tout cas le cerveau va considérer, que c'est réel pour lui. d'accord. Donc Intéressant ça. il va te conditionner à réussir ce que tu visualises. Marrant ça. C'est hyper puissant. Le mental est le plus puissant de toutes les machines, donc il faut savoir l'utiliser. Pour l'instant, c'est vrai qu'on sait utiliser peut-être quoi? 20 de notre être. C'est comme l'IA, comme l'intelligence artificielle. Elle est là, tout est là, mais on veut pas apprendre à l'utiliser et donc ça dure combien de temps ton histoire ta formation en Grèce? Ça a duré 4 mois. 4 mois intensifs, matin, midi, soir, nuit, 4 mois. D'accord et là, en 4 mois, tu peux devenir prof de yoga? Mais tu pratiquais avant quand même? Oui, oui, ça faisait Ah 10 oui. ans que je pratiquais. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. Oui, non, tu peux devenir bien sûr, il faut quand même avoir des connaissances, et compétences, en amont, mais oui. Oui, oui, tu le OK, deviens parce que c'est tu en formation intensive, en fait, hein. OK et donc de là, tu reviens de Grèce, tu te relances dans l'expertise financière ou dans la Ouais, comptabilité? je retente et en fait, j'ai l'impression d'être et c'est normal, hein, parce qu'en fait, ta formation en yoga, heu, grâce aux 8 piliers de yoga dont j'ai parlé tout à l'heure, elle te purifie Mmh. et tu peux plus, voir le monde comme tu le voyais avant, en fait. Et donc là, je retourne dans la société et je vois, comme des zombies qui travaillent, devant leur ordi, sans forcément avoir de sens, sans savoir pour qui ils travaillent, pourquoi et puis je voyais que c'était peut-être un peu malsain parce qu'on travaillait pour des grands groupes russes, américains, bon voilà, tu blanchis un peu de l'argent, hein, quand tu es au Luxembourg Mmh. donc voilà. Donc j'ai arrêté après et c'est là que j'ai, créé le cabinet de coaching pour les dirigeants, D'accord. donc à Luxembourg au début et après à Bordeaux. Ah d'accord, donc là, tu retournes à Luxembourg, J'étais encore heu ouais, je retourne à Luxembourg après Grèce et donc là, je d'accord. commence à créer mon cabinet de coaching où je coach des dirigeants, internationaux, des financiers, des banquiers, des assureurs, des gens qui travaillent dans la com, Heu, dans le ça, c'est transport. intéressant parce que je me suis toujours posé la question. OK, tu as tous les éléments, tu as tout ce qu'il faut pour créer ce cabinet. Comment tu trouves les gens à coacher, en fait? C'est-à-dire que tu frappes à leur porte? Tu as un réseau, parce que Alors ouais, tu trouves les gens à coacher via LinkedIn. ah ouais, OK. Ouais, ouais, ouais. Via LinkedIn, après il y avait quelques soirées, tu vois, sur Luxembourg, donc tu te montres un peu et après non, c'est surtout LinkedIn, en fait, hein. Mais c'est-à-dire comment tu fais des démarchages, tu fais du scrapping sur LinkedIn, Bah, ouais, en fait, au début, tu as pas vraiment le choix. Tu vas chercher tes clients, sur LinkedIn et puis c'est un qui ensuite, en parle à un autre et qui après c'est le bouche à oreille qui fonctionne. Donc là, tu es parti, from scratch, de zéro et tu vas sur LinkedIn et tu chasses les mecs et à un moment, tu en trouves un et c'est lui qui amorce la pompe et sur Bordeaux, tu fais comment? Tu refais pareil? Et ouais. Ouf. Ouais, 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 non, c'est du travail. En fait, quand tu crées ton cabinet de coaching, il faut savoir que 50 du temps, tu es quand même commercial, hein. Au début, c'est même 100 hein, quand tu as personne à coacher, Ouais, ouais, au début, oui, 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 oui. Enfin bon, après, je faisais aussi des formations à côté pour pour te nourrir. pouvoir plus de personnes, voilà et puis créer le réseau. Donc en fait, je faisais des formations et des coachings dans les Big 4, dans les sociétés dans lesquelles j'avais D'accord. travaillé. Parce que j'ai bien vu qu'il y avait un énorme besoin. Donc c'est-à-dire que tu avais, et là aussi, tu recrutes à ce moment-là? Parce que c'est un moyen de glisser ta carte, mais moi, ça m'a toujours impressionné parce que en gros, moi, quand j'ai fait mon école de coaching il y a 2 ans, tu as du monde quand même dans ces trucs-là. C'était pas la seule, il y en avait quand même un paquet. Quand tu vas sur, sur LinkedIn, tu as quand même un mec sur 2, c'est un coach. Donc à un moment, tu vas avoir des coachs pour les coachs, et donc je me suis toujours demandé, voilà, est-ce que vraiment alors tu as des coachs en tout genre, mais sur du coaching sérieux, voilà, est-ce que le gâteau est encore assez grand pour permettre aux jeunes arrivés de s'imposer ou il y a un moment, Je pense que, je pense que c'est tout est dans le feeling que tu peux avoir avec, la personne qui s'occupe, du recrutement des coachs, par exemple. Il faut créer ta différence. Il faut créer, heu, ton avantage concurrentiel pour leur montrer que, bah, ce que tu vas apporter par rapport à ce que d'autres peuvent apporter
peut convenir à ce qu'eux recherchent, en fait et à partir de ce moment-là, ben, ils te donnent ta chance et ils voient que ça fonctionne et ils te rappellent. Et donc, toi, qu'est-ce qui te différencie des autres coachs? C'est-à-dire quel était ton, l'atout que tu mettais en avant en disant: «Bah, moi je suis pas le voisin»? C'est vraiment cette approche, basée, sur l'intelligence émotionnelle. Il y avait pas tellement de coachs à l'époque, qui étaient vraiment orientés sur l'intelligence émotionnelle et c'était vraiment, le début de, les soft skills, l'intelligence émotionnelle dans les entreprises, tu vois? Et donc je suis arrivée à ce moment-là et comme je me formais énormément là-dessus, du coup, j'ai pu mettre cette carte en avant. D'accord, OK, OK. Et donc, ça, tu fais ça, donc tu montes ton truc à Bordeaux et c'est en quelle année que tu montes ça? 2017, j'ai monté ça et 2018, j'ai dû arriver à Bordeaux, 2019 D'accord, et entre-temps, tu passes à l'EM Lyon? C'est marrant ça. et entre-temps, ouais, je passe à l'EM Lyon où je fais une formation, Sur de l'intelligence émotionnelle justement, je vois. alors l'EM Lyon, ouais, c'est ça, sur l'intelligence émotionnelle et après c'était HEC sur la stratégie, ouais. D'accord, et parce que l'EM Lyon, on a dû se croiser parce que, alors je sais pas en quelle année tu l'as fait, mais moi je l'ai fait j'étais à l'EM Lyon en 2020-2021 en exécutive, et j'étais étonné, qu'ils fassent un truc, alors sur le management, je suis pas étonné, mais sur l'intelligence émotionnelle, ça m'a plus surpris, ouais. Ouais, si, si, parce qu'en fait, il y a, 2 chercheurs, Lisa, Bellingshausen et Christopher Haag, qui ont créé le QE Pro. C'est un test de quotient émotionnel, à destination des professionnels et ces 2 chercheurs sont basés à Lyon, à l'EM de Lyon et donc c'est dans ce cadre-là qu'ils font des formations là-bas. D'accord, c'était le alors je pense que c'est le test qu'ils m'ont fait faire, pendant ma formation avec des couleurs, non, c'est ça? Un truc, une espèce Oui, il y a de, ouais. oui, il y a des couleurs, oui, en effet. Ouais, Dans le ouais, test, je il y pense a que différentes couleurs. c'était ça, où tu identifiais tes points forts et tes points faibles et comment retravailler sur tes points faibles. J'ai un vague souvenir de ça, mais je me souviens, on avait eu dans mon exécutif, il y avait un module, justement là-dessus. C'est vrai que c'était assez étonnant, en fait. Assez étonnant de Ça me faisait penser un peu à du mentalisme, tu vois? D'essayer de comprendre les gens pour adapter ton discours, et je Ouais. trouvais ça à la fois fascinant et un petit peu dangereux parce qu'en fait, tu te rendais compte que quand quelqu'un te parle et qu'il est bon là-dedans, il peut te dire ce que tu as envie d'entendre. C'est sûr, il faut que ce soit utilisé à bon escient. Ouais, et moi, enfin, j'ai un caractère où j'aime absolument pas me faire, enfin pas recadrer, mais qu'on me dise d'aller à droite si j'ai pas envie d'y aller, tu vois? Et je me disais, ouais, en fait, entre ça et l'hypnose, tu peux vite, retourner quelqu'un, quoi, hein. Oui et puis il y a pas que ça, hein, il y a d'autres méthodes encore sur la process communication, qui sont basées en fait sur, la connaissance des profils de personnalité et l'adaptation de la communication et du management, pour fluidifier en fait la Mmh. relation. Donc Parce que je me souviens, moi, il y a une vingtaine d'années, ce qui était très à la mode et très décrié, c'était la PNL. En fait, tu te mmh, rends compte qu'aujourd'hui, c'est presque ce qu'il y a de plus soft dans mmh, dans ouais, tout ouais, alors ça, c'est vrai. et Ouais. voilà, la programmation neurolinguistique. Je me souviens, c'est fascinant, et c'était à l'époque justement de Pierre Brassard, où, tu vois, il y avait une espèce de, et comme tout souvent quand l'humain n'aime pas, il associe ça au gourou, et cetera, et cetera, Ouais, tout ce qui est différent, tout ce qui est pas si rationnel que ça, bien que ce soit rationnel, hein, au oui, final, oui, tout à fait, la PNL, ça mais l'est, ouais, ouais. Mmh. ouais, ouais, tout ce qui a l'air d'être un petit peu différent ou basé plus sur les émotions peut paraître heu, un peu fou, mais alors que ça l'est pas du tout. C'est complètement, rationnel. Et donc, de ce cabinet, tu arrives au GAD Consulting alors? Eh bien À parce part que le fait que ce soit à Bordeaux, il doit y avoir une raison, mais voilà, donc à Bordeaux, eh bien, en fait, je vais chez mon dentiste qui s'appelle, Cyril Gaillard Mmh. et donc Cyril, me parle de son directeur financier avec lequel il a, des difficultés. Et il me dit: «Bah, écoute, si tu veux, tu peux le coacher» et donc je le coach pendant quelques mois et je crée aussi le budget trésorerie parce que forcément, j'avais cet aspect coaching pour, améliorer cette relation, mais aussi les connaissances, en finance. Donc comme il n'avait pas encore à l'époque de budget trésorerie, je le crée
Et puis finalement, j'accompagne un peu le directeur financier, et on voit que tout se passe très bien, que la situation s'améliore. Et là, je me rends compte que, ben, les dentistes sont un petit peu Mmh. livrés à eux-mêmes, sont très formés cliniquement, mais pas forcément, du point de vue du business, de la gestion, de la communication, de l'organisation, du management. Et là, on en parle ensemble et on se dit: «Bah, en fait, lui me dit aussi, en effet, moi je forme énormément de dentistes, mais il y a peut-être que 15 des dentistes, qui vont vraiment appliquer, sur le terrain ce qu'ils apprennent». Donc il y a quelque chose à faire et je pense qu'on peut les aider encore plus, grâce au coaching, à appliquer en fait, ce qu'ils voudraient faire pour réaliser leurs ambitions. Alors, c'est intéressant parce que alors nous, moi, je connais Cyril sur 2 vraiment 2 versants depuis des années, hein. Le côté, clinique, entrepreneur, entrepreneur à réussite sur le cabinet et cetera et cetera. Et puis, Cyril qui était formateur et donc on a toujours, enfin moi j'ai toujours connu, Cyril faire de la formation sur l'esthétique, l'occlusion et cetera, mais aussi, bon, accompagner les gens sur la préparation de leur retraite, un petit peu dans la continuité de ce qu'il avait appris avec Brassard finalement, puisque je crois qu'il en était resté, très proche. C'est Michel Leprado que le nom que je cherchais, tout à l'heure. Mmh. Et donc en fait, quand tu l'accompagnes sur, le coaching de son DAF, c'est le DAF du cabinet ou le DAF de son école de coaching? Enfin de son Le DAF de son cabinet. de son cabinet. Oui, parce qu'il y avait, alors Mmh. il faut aussi dire que c'est pas tous les cabinets qui ont un DAF, hein. Non, non, c'est clair et puis bon, le DAF, il avait aussi le rôle, du DRH, enfin, c'était vraiment, tu vois, l'office manager avec plusieurs OK. casquettes. Donc Mmh mh. forcément, il était pas spécialisé en finance. Mais, quand même, Cyril, il a un background, enfin, il avait une certaine connaissance de tout ça puisqu'il l'enseignait. Je pense que, il est suffisamment intelligent et honnête pour pas aller enseigner des choses qu'il ne savait pas. Hem Et c'est assez intéressant, c'est à quel moment toi tu viens lui former en interne quelqu'un où il aurait été censé le former lui-même finalement? Ouais, mais tu sais, après, je pense que tu as pas la même, comment dire? Influence sur quelqu'un qui travaille pour toi, Mmh mh. là où il y a une hiérarchie, hem, qu'avec quelqu'un d'autre qui n'a finalement pas de pouvoir hiérarchique sur toi. D'accord. Et le fait d'avoir un coach, eh bien, va permettre à la personne, de se remettre en question, de peut-être modifier un petit peu aussi, tu vois, les schémas neuronaux qui sont créés dans son esprit et qui sont souvent inconscients et qui quelquefois le bloquent. Le bloquent parce qu'il stresse, parce qu'il est pas à l'aise, parce qu'il y a la pression, parce qu'il y a l'ego, enfin ouais, il y a Il y plein a de choses. l'affect. Il y a l'affect Il y aussi a énormément. l'affect aussi. L'affect, c'est un truc qui vient de polluer le machin, hein. Ah ouais, ouais. Ouais, ça c'est sûr. Donc comme, tu fais appel à quelqu'un d'extérieur qui n'a finalement aucun pouvoir hiérarchique sur toi et qui en plus te permet de remettre, en question en fait, eh bien tous tes schémas et te permet de te dépasser et d'ouvrir ton champ des possibles, eh bien finalement, tu t'améliores, tu comprends les choses et tu mets des choses en place. OK. Et donc, et c'est là de fil en aiguille, donc vous rapprochez professionnellement, vous décidez finalement l'idée, elle vient de lui, elle vient de toi ou elle vient, de finalement d'une évolution assez naturelle? Comment ça se passe? Hem Je pense qu'elle vient de nous 2. On était vraiment en train de parler ensemble, de comment améliorer, en fait, le quotidien des dentistes après une formation, parce que j'intervenais aussi sur la partie management de ces formations et on s'est dit: «Bah, en fait, je pense qu'il faut aller plus loin et les accompagner chaque mois, pour pouvoir être sûr qu'ils mettent en place les choses qu'ils apprennent, qu'ils comprennent bien et qu'ils avancent, comme ils le souhaiteraient». OK, alors juste pour bien comprendre, parce que, ce que faisait Cyril avant, Mmh au mh. GAD, donc il avait son organisme de formation et moi je pensais qu'il coachait des gens à l'époque. Oui, il coachait déjà des gens. Et Il il en coachait des coachait pas gens? beaucoup parce que c'est vrai qu'il coachait des amis à lui ou des amis d'amis. C'était pas officiel. D'accord, OK. OK, et donc il organisait des formations sur, les créations des CELARL de mémoire, sur préparer sa retraite, la gestion de l'agenda et cetera. Ouais, ouais, sur quasi tous, les volets du business. D'accord, et donc toi, quand vous montez GAD Consulting, ensemble, heu, qu'est-ce qui vient faire la différence?
Parce que juste de mémoire, je me souviens de Cyril qui m'avait dit à un moment donné, j'ai hésité, on a hésité, et puis finalement on a dit on y va. On s'est mis 2 mois à écrire l'accompagnement de coaching, et c'est sorti comme ça. Mais je pense qu'il y a plus de valeur ajoutée, énormément plus de valeur ajoutée aujourd'hui. Et juste, je voudrais que tu nous l'expliques sur la valeur ajoutée de aujourd'hui par rapport à il y a 2-3 ans. Ça fait combien de temps que ça existe, que vous travaillez ensemble? Depuis octobre 2023. Ah oui, donc ça fait moins de 2 ans, en fait. Ouais, Et ça donc, fait moins de 2 ans. quelle est Heu, la plus-value, la valeur ajoutée que vous apportez aujourd'hui avec GAD Consulting? Aujourd'hui, je dirais que c'est un peu plus, enfin, c'est beaucoup plus structuré, sans critiquer ce que faisait Cyril avant, hein, Ah, il faut mais quand même reconnaître qu'il faisait ça entre une taille de facette, 3 matchs de paddle. On peut pas lui en vouloir quand même. donc non, maintenant, en fait, si tu veux, il y a un vrai onboarding du client. Il y a, des séances, qui sont suivies de rapports de séances, pour bien expliquer les missions que, chaque personne doit réaliser entre les séances pour avancer. Il y a des outils qui leur sont donnés et il y a des tableaux qui sont personnalisés pour chaque client. Il y a une intervention aussi pour l'équipe. S'il y a besoin de parler à l'assistante, aux collaborateurs, aux associés minoritaires, on intervient. Il y a un vrai suivi, en fait, de tout le projet. D'accord, Hein, OK. c'est pas juste un échange, qui aurait pu être suivi de tableaux, hein, mais c'est vraiment structuré et maintenant aussi on a ajouté un séminaire de 2 jours là, qu'on appelle un mastermind, et bien chez Rafael Nadal. Ah oui, oui, j'ai vu ça, ouais. Mmh. Ça, on le fait tous les ans, pour tous nos clients qui ont suivi le programme de 12 mois et ce séminaire, il est génial parce qu'en fait, il leur permet de prendre de la hauteur pendant 2 jours sur leur projet ou sur leurs problématiques, de faire fonctionner l'intelligence collective. Donc il y a un groupe, hein, de 20, à peu près 20-30 dentistes qui viennent, se réunir et puis parler, en fait, de leurs projets, leurs problématiques. Ils résolvent ensemble, eh bien, les différentes questions et ça stimule énormément parce qu'en fait, ça donne des idées sur, tout ce qu'on peut faire, hein. On n'est plus chacun dans son cabinet à essayer d'avancer, mais on s'ouvre le champ des possibles et souvent c'est sacrément, Mmh. transformateur. Et donc, en gros, comment ça se passe? Donc, un dentiste, se rapproche de vous. Là, vous faites quoi? Vous faites des audits, hein, pas mal, je crois? Il y a pas mal d'audits de On fait cabinet? pas mal d'audits en effet, donc on se rapproche de nous, on fait les audits, donc on va dans le cabinet, du praticien, on va échanger avec, toute l'équipe et ensuite on réserve une demi-journée pour échanger avec lui sur sa stratégie. Ensuite, on va, rédiger un rapport d'audit, puis, on va commencer à dérouler en fait le plan d'action. Et donc mois par mois, on a 2 séances, réservées, pour pouvoir, eh bien, avancer sur chaque action et réaliser, concrétiser le projet, au bout de la période qui a été définie. OK. Et là, vous avez enfin, maintenant, vous avez uniquement, GAD Consulting qui fait ce programme-là? Ou est-ce que vous continuez, ce que faisait un peu Cyril, avant, c'est-à-dire de la formation, sur 3 modules, 4 modules ou des choses comme ça? Ouais, alors c'est différent. En fait, tu vois, tu as GAD Center d'un côté et tu as GAD Consulting de D'accord, l'autre. OK. GAD Center reste GAD Center à continuer la formation et GAD Consulting fait uniquement de l'accompagnement. D'accord. Donc c'est vraiment 2 choses, enfin c'est même 2 entités différentes? Toi, tu Complètement. interviens aussi chez GAD Center en tant que formatrice, ou pas du tout? Oui. Si, OK. si, pour la partie management, communication. D'accord, OK. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, est-ce que vous imaginez enfin, un glissement du GAD Center vers le GAD Consulting? C'est-à-dire quelqu'un qui vient se former, à un moment, il se dit: «Ouais, putain, j'ai quand même, c'est bien beau de savoir, mais à un moment, il faut mettre en application». Parce que c'est souvent ça, en fait, c'est, la il y a la connaissance, il y a le fait de savoir qu'on sait que l'on sait, et puis Mmh après, il mh. faut le mettre en application, et ça, au quotidien, Ouais, ouais, non, mais c'est un petit peu fastidieux, ouais. c'est en effet le cas, en fait, tous nos premiers clients étaient des clients, de GAD GAD Center Center, OK. qui ont décidé d'aller plus loin et de mettre en application, leur savoir. D'accord. Et donc là, en gros, vous avez cette communauté de praticiens que vous accompagnez, et à qui vous proposez le fameux mastermind, chez Rafael Nadal, en fin d'année. Donc c'est en f Et vous onboardez, toute l'année, ou vous onboardez qu'à certaines périodes, Non, non, on onboard toute l'année. toute l'année? D'accord. Ouais, ouais. Et alors, quel est le
je dirais, le persona, c'est-à-dire quel est le cabinet idéal, alors, d'une part, qui vous contacte et d'autre part, dont vous, toi et Cyril, êtes conscients que vous allez pouvoir améliorer quelque chose? Parce que tu peux avoir des gens qui viennent te voir en disant: «Écoutez, je vois 40 patients par jour, il faut que je gagne 1 million à l'année, aidez-moi». Voilà, je pense que ça, c'est pas ce qui vous fait le plus kiffer. Donc quel est un petit peu le client idéal pour vous, ce qui pour vous est idéal à accompagner? Non, mais il y a pas de client idéal parce qu'en fait, à partir du moment où la personne, elle est motivée pour avancer, peu importe, la structure, peu importe, le projet, peu importe, l'équipe, bah, nous, on va tout donner, si tu veux, pour lui permettre de réaliser ce qu'elle souhaite. Qu'elle ait un petit cabinet, avec une assistante, et une secrétaire ou alors qu'il y ait, 3 associés, principaux, 10 dentistes et 20 assistantes. Je veux dire, peu importe, tu vois? On suit le projet, en fait. Il y a pas de méthode chez nous. Il y a vraiment, une adaptation au projet et une personnalisation de l'accompagnement. Mmh. Si tu veux, il y a pas de persona idéal. Tous les projets, sont intéressants et tous les projets, vont forcément, progresser à partir du moment où le la vision, elle est claire et à partir du moment où la personne, elle est prête, à vouloir changer. Mmh. Après, je pense que enfin, j'ai cette image-là, mais qui est peut-être complètement erronée, c'est que c'est plus facile de faire évoluer un petit et le faire grossir, que de vouloir structurer quelqu'un qui est déjà gros. Est-ce que je me trompe ou pas? Heu Non, en fait, non, non, on peut toujours enfin, en fait, ça dépend vraiment du mental de la personne, tu Mmh. vois? Parce que oui, en effet, tu vas créer plein de changements, il va falloir que ce soit accepté, mais ça dépend comment c'est communiqué, et je dirais que c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un vrai coach dans l'équipe parce que, Mmh. heu, tout dépend du mental du dirigeant. Que ce soit dans une petite structure ou dans une grande structure, tout dépend de son mental et tout dépend de la manière dont il va appréhender, communiquer et mettre en application. Il y a rien qui est plus difficile qu'une autre chose, en fait. C'est juste comment la personne, elle va accepter de se dire: «OK, en fait, peut-être pendant 10 ans ou 15 ans, j'ai fonctionné comme ça. Maintenant, j'entends qu'il faut que je change parce que j'atteins pas mon résultat, j'atteins pas mon objectif. Donc, eh bien, je vais me remettre en question, je vais ouvrir en fait ma zone de confort, pour qu'elle devienne un tout petit peu au début inconfortable, mais que je recrée une zone de confort ensuite et qui me permette, bah, finalement d'arriver à faire le chiffre d'affaires que je veux, à travailler peut-être moins, à avoir un meilleur équilibre, Mmh. Et donc donc, sans vouloir, rentrer dans le détail, mais qu'est-ce qui vous différencie, des autres systèmes? Parce que en gros, il y a du monde sur le coaching. J'ai l'impression qu'il y a des coachs qui poussent de partout d'ailleurs actuellement. C'est parce qu'ils ont réouvert un cabinet, ils sont contents et hop, ils deviennent coach. Je À mon avis, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais, on voit aussi que, tu vois, que l'on prenne, Edmond Binas, le groupe Edmond Binas, que l'on prenne Michel Leprado, que l'on prenne vous, enfin, on a l'impression que c'est pas les mêmes produits. C'est assez intéressant parce que la finalité est la même, mais le parcours pour y arriver est complètement différent. mmh. Par exemple, moi, pour avoir été formé par Edmond Binas en 2003, donc il y a quelques années, et essayer de suivre, j'ai l'impression que c'est une équipe qui est assez rassurante parce qu'elle t'accompagne. Enfin, c'est plus de l'organisation que du coaching pour moi. Mais je peux me tromper, hein. Aujourd'hui, il a peut-être. Ah non, non, je pense que c'est vraiment ça, en fait. Si tu veux, je pense que Binas, ça va être plus, de l'organisation, de la méthode. C'est pour les cabinets, je pense, qui commencent, hein. Souvent, en fait, on a des clients qui viennent nous voir et qui nous disent: «Bon voilà, moi j'ai fait une première méthode de coaching, d'organisation et maintenant, en fait, je tourne en rond. Je travaille pas ma stratégie. Je voudrais aller plus loin. Je voudrais, me poser les bonnes questions. Je voudrais, préparer, un projet de développement de cabinet ou alors, préparer ma retraite ou tout changer. Voilà et donc là, on va plus les accompagner parce qu'il y a autre chose que de l'organisation. Il y a vraiment une stratégie de mise en place et je pense que ce qui nous différencie, nous, c'est plutôt le volet, qui est purement personnalisé, hein. On a un accompagnement purement personnalisé et surtout, on travaille aussi sur le développement personnel. D'accord. Parce que les autres vont peut-être être plus orientés soit sur l'organisation, soit sur, la gestion et nous, en fait, on sait très bien que tout est lié dans une vie et le développement personnel, et l'épanouissement du dirigeant est vraiment la clé,
pour sa réussite. C'est pas seulement une réussite matérielle qu'on vise, c'est vraiment une réussite émotionnelle, relationnelle, mais surtout d'épanouissement du dirigeant et de son équipe. OK. Et donc, matériellement, quand quelqu'un vous, alors s'il y a une question que je me posais, c'est quand vous intervenez sur des cabinets de groupe, vous avez 3 gros associés, il y en a un qui est hyper, voilà, qui veut changer et les 2 autres sont réticents. Alors comment vous gérez ça? Est-ce que vous êtes capable de gérer qu'un seul membre d'un groupe ou finalement vous dites: «Bah, il faut que tout le monde y aille parce que sinon ça va pas tasser»? Bah, les 2. Ouais. En fait, on a eu le cas et en fait, c'est les 2. C'est tu recrées, en fait, de la communication, de la vision commune, du sens, commun ou non d'ailleurs, mais en tout cas, tu recrées une communication sincère parce que comme, les personnes n'ont pas la même vision, forcément, quelquefois, la communication est bloquée. Donc les choses sont figées et il y a des frustrations qui naissent. L'objectif, c'est de recréer une communication sincère, ouverte, sans frein particulier et de voir comment est-ce qu'on peut tout articuler pour que finalement la vision, commune du cabinet, le développement commun du cabinet continue. Hem, Si, les visions sont tellement divergentes qu'il est impossible de continuer, dans ces cas-là, on trouve des options pour que chacun soit heureux, Mmh, en mmh. en fonction de sa vision à lui. Et si on voit que, par exemple, il y en a 2 qui veulent, pas forcément changer, mais un qui veut absolument changer, ben, on trouve des options pour lui. OK, OK. Mmh. Mais tout est possible, c'est juste qu'il faut se recréer une communication vraiment sincère et transparente et puis chacun doit aussi, communiquer clairement ce qu'il veut dans sa vie et à partir du moment où c'est clair pour tout le monde et que c'est sain, bah, en fait, ça fonctionne, chacun trouve sa solution, hein. Et donc quand vous faites un audit, donc quelqu'un vous approche en disant: «Voilà, moi je voudrais que vous me» est-ce qu'il y a des conditions de chiffre d'affaires? Est-ce qu'il y a des conditions, particulières que vous non pas que vous exigez, mais que vous recommandez avant de commencer? Ou finalement, même un jeune qui débute, qui a acheté son cabinet il y a 1 an, est capable, de suivre votre programme, sans difficulté? On a vraiment, on a vraiment tout type de clients, du jeune, entrepreneur, au plus âgé, qui est en préparation de retraite. Il y a pas de condition du tout de chiffre d'affaires, il y a pas de condition d'âge, il y a pas de condition de projet. Non, non, c'est assez ouvert et tout le monde peut réaliser son projet à son échelle. De toute façon, là, qu'est-ce qu'on va travailler ensemble? On va travailler la vision, on va travailler, son projet, on va travailler il y a tellement de choses, hein, de sujets. On va travailler la communication, on va travailler, la gestion, on va travailler le management s'il a du management, et sur un minimum 1 an, si tu veux, c'est même pas assez long pour qu'il ait le temps de progresser sur tous ces volets-là. D'accord. Votre accompagnement, c'est 1 an? Le programme, c'est 1 an? Voilà, on a des programmes de 12 mois. Ouais. D'accord, et au bout de 12 mois, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un accompagnement supplémentaire? Il peut re-signer de 12 mois ou Sûr, vous mmh, bien sûr, il y en a beaucoup et la plupart d'ailleurs re-signent pour 1 an avec une formule un peu plus léger, hein, la 1re formule, c'est 12 mois avec 2 séances de coaching par mois et la quand seconde, même? c'est Ah oui, c'est nouvelle. 2 séances par mois? Ouais, 2 séances par mois. Mais, en coaching, excuse-moi, je t'ai coupé, mais c'est en coaching, Individuelle. individuel, donc ça veut dire que là, tu te connectes, toi ou Cyril, enfin, je sais pas comment vous organisez, mais vous connectez 2 fois par mois avec chaque client? Ouais, Ah et c'est putain, ça. c'est dense, hein? C'est dense, mais si tu veux que les choses avancent, bah, en fait, c'est le minimum parce qu'autrement, si tu fais une séance par mois, si tu veux, quelquefois, si la personne elle est pas assez disciplinée ou si, elle se crée pas de routine particulière, heu, ça peut prendre plus de temps, tu vois? Et OK. à la fin, nous, notre objectif, c'est qu'il réalise son projet. Donc, forcément, 2 séances par mois avec des petites missions entre les séances, c'est largement ce qu'il faut, hein. Et donc, qui est-ce qui coach? C'est toi ou Cyril en fonction du vous avez un programme où c'est par exemple une fois toi, une fois Cyril pour chacun ou vous avez, chacun vos clients en fait? En fait, il y a pas de clients attitrés à chacun. Moi, je vais coacher, des clients, en fonction de ma disponibilité, en fonction des sujets et Cyril, lui, il va coacher aussi d'autres clients qui, ils vont avoir peut-être, voilà, d'autres sujets, peut-être plus de cabinets de groupe, tu vois? D'accord, Et OK. et ensuite, en fait, il faut savoir que
tous les 2, nous avons des CODIR, tu vois? Des comités de direction où finalement on revoit tous les dossiers des clients ensemble. Donc en D'accord. fait, on coach tous les 2 tous les Tout le monde, clients, ouais. Mmh. directement ou indirectement. OK. Alors excuse-moi, je t'ai coupé tout à l'heure, mais c'est parce que les 2 fois par mois m'a je dis: Parce que «Voilà, c'est plus que de l'accompagnement là, c'est du harcèlement». Donc je te laisse non, redonner le déroulé, de votre formation. non, non, je te jure qu'ils sont super contents d'avoir ces 2 séances par mois parce que c'est en fait comme un temps stratégique qui s'accorde et ce temps stratégique, juste 2 heures par mois, c'est pas si énorme que ça, tu vois? Mmh. Et donc il y a aussi un suivi des chiffres, hein, de mémoire, parce que vous utilisez Seren, Ouais. l'application Seren et donc vous avez un suivi stratégique, c'est-à-dire, alors pour ceux qui connaissent pas, c'est un logiciel qui a été mis au point par Thierry Améziane et que j'ai eu d'ailleurs sur le podcast, dans les épisodes 94-95 où justement alors lui, il faisait un peu de coaching mais, c'est je crois qu'il fait ça un petit peu pas en enfin c'est pas son cœur de métier. Son cœur de métier, c'était justement le suivi des chiffres. Il a développé cette application qui est assez intéressante, qui se plug de mémoire sur les logiciels métiers et qui fait ressortir des datas. Donc vous, en fait, vous suivez tous vos clients comme ça, hein, si j'ai bien compris. Ouais, ouais, complètement, on suit avec des tableaux, Excel qu'on a conçus, mais on suit aussi grâce à Seren et Seren, c'est vrai qu'on a commencé à travailler avec eux en janvier parce qu'on a complètement été conquis par leur outil. Ça permet vraiment de piloter l'activité, jour par jour, semaine par semaine, mois par mois, de voir, quel est le niveau d'activité par rapport aux objectifs, de voir quelles peuvent être, les actions correctrices à anticiper pour réaliser l'objectif. Et donc c'est un super outil pour pouvoir réaliser les objectifs de chiffre d'affaires et suivre en général son activité à soi, comme l'activité aussi des associés minoritaires ou des collaborateurs. D'accord. Parce que alors ça, c'est aussi un sujet, c'est-à-dire que quand tu coaches un cabinet, où bon, imaginons un cabinet où il y a, un associé principal et il a 3 ou 4 associés minoritaires, je pense que vous accompagnez que l'associé, principal, éventuellement avec, des mises au point avec le minoritaire, mais comment vous arrivez à emmener tout le monde dans ce mouvement, alors qu'il y a une grosse différence entre celui dont c'est le cabinet et qui a envie, qui a des idées très, très précises et puis les petits à côté, qui se disent, bah, qui sont pas forcément encore dans le mood. Il y a une comment vous gérez ça? Ouais, ouais, non, ça arrive, on a des cabinets, comme ceux-ci où, en effet, comme tu dis, ils sont pas tous dans le même mood. Bah, on va donner des clés à l'associé principal pour pouvoir communiquer avec son associé minoritaire, parce qu'on connaît son profil, sachant qu'on l'a normalement audité et autrement, on a réalisé une séance de coaching avec lui. Et donc on donne les clés à l'associé principal et en plus, on peut coacher aussi, l'associé minoritaire ou le collab. D'accord, OK. Donc vous coachez les 2 à un moment donné, vous allez, donc ça fait partie du programme ou c'est en plus? Non, on le fait s'il y a besoin, en C'est fait, si tu veux. besoin. Ça fait partie du programme, c'est pas en plus. Tu payes pas en plus pour ça, ça fait partie du programme, là où on sent qu'il y a un besoin, on agit. D'accord et donc dans l'accompagnement GAD Consulting, est-ce que, il y a de la formation, vous pouvez avoir des modules de formation, vous proposez des modules de formation ou pas du tout? C'est vraiment de l'accompagnement et uniquement de l'accompagnement en one to one? Alors, c'est uniquement de l'accompagnement en one to one, voire quand tu as un couple d'associés, ben, c'est avec les 2, hein. Et si je donne des clés, par exemple, sur, la communication verbale ou le leadership, bah, je vais leur donner, si tu veux, un support de formation D'accord. pour qu'ils comprennent aussi théoriquement ce qu'ils doivent mettre en pratique. D'accord, OK. Parce que j'avais vu que pendant un moment, Cyril s'était lancé, dans le digital, c'est le e-learning. Il faisait voilà, est-ce qu'il a vous avez continué ça ou finalement c'est devenu du support digital, qui est vendu à part sur GAD Consulting, GAD, Center? Est-ce que vous l'exploitez un petit peu ou pas du tout? On ne l'exploite pas, c'est surtout ouais, non, c'est resté sur GadCenter. C'est une formation OK. digitale qui est toujours disponible sur GadCenter. D'accord et donc il y a pas d'obligation de faire, la formation GAD Center pour être coaché. Est-ce que vous le recommandez de faire ça d'abord pour parce que de bien comprendre les grands piliers de la chose et ensuite se faire accompagner ou finalement vous pouvez dire: «Non, non, mais vous pouvez faire, coacher, sans faire ça»?
Disons que, ça dépend du profil de la personne aussi. Mmh. Mais, il y a pas besoin d'avoir suivi la formation pour faire le coaching. C'est sûr que si on sait de quoi on parle, si on a le savoir pour mettre en application, on gagne du temps. OK, Mais c'est pas une condition vraiment, heu, qui est recommandée pour pouvoir suivre l'accompagnement, quoi. OK. On apprend aussi lorsqu'on accompagne la personne. Parce qu'il y a un de mes endodontistes protégés, qui avait commencé par le GAD Center et que je Mmh crois que mh. vous avez en consulting maintenant voilà et je pensais que c'était la alors je crois qu'il a dû faire le GAD Center avant que GAD Consulting n'existe et C'est ça, il a il a fait dû, GAD Center, après il a fait GAD Consulting et toi, il a même renouvelé GAD ah oui, ça Consulting m'étonne pas de lui, oui. C'est un bon client, et lui. il avance très, très bien, ouais. Ah bah, oui, oui, c'est un puis je pense que c'est un type qui est suffisamment intelligent, pour savoir ce qu'il y gagne et pas ce que ça lui coûte, en fait. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, hein, d'avoir cette maturité-là. C'est de se dire: «C'est en faisant ça, ça me coûte tant, mais je gagne tant» et Exactement et je peux même compléter, tu vois, par une étude de l'ISF. L'ISF, c'est l'Institut, l'International Coaching, Foundation enfin Federation et en fait, lui, ce qu'il dit, c'est que, par expérience, tu récupères 7 fois, l'investissement en coaching que tu as réalisé. OK. Donc en effet, il faut pas avoir le coût parce que le coût, oui, si tu regardes que ça, tu vas dire: «Waouh, ça coûte ça». Mais en effet, par rapport à tout ce que tu vas gagner, en fait, c'est peanuts. Alors, en gros, ça m'a coûté 76 000 chez Piccinini en 2 ans. Je vais gagner, 7 fois 4, 7 fois 7, 49, 500 000 €. J'en suis encore un peu loin, mais Peut-être que c'est pas le meilleur coach alors. Non, mais en fait, alors après, je serais curieux, ça m'intéresserait de voir cette étude parce que comment tu la quantifies, en fait? C'est comment tu sais ce que ça te fait gagner? Parce que globalement, nous, on est accompagnés, on est sur la deuxième année, on en est très content sur plein de choses. Il y a d'autres choses où je suis pas, voilà, j'ai pas plongé dedans parce que ça ne m'intéresse pas, mais j'y ai largement trouvé au moins ce que je recherchais. Mais c'est très difficile de valoriser. Tu sais, bah, il y a une fameuse publicité où j'ai été filmé, non pas à mon insu, parce que j'avais donné mon accord, mais qui a été Mmh. sorti un petit peu du contexte, donc qui était assez drôle parce que quand je dis voilà, on est passé de 700 000 à 1,4 million, je rassure tout le monde, ce n'est pas dans mon cabinet dentaire. Parce qu'avec mon associé, je ne travaille qu'une journée par semaine. Donc, si je fais 1,4 million à soigner des dents en travaillant qu'une journée, c'est plus que ça devient presque du vol. Mais globalement, effectivement, on a calculé ça sur le chiffre d'affaires, mais Mmh. le gain, tu arrives éventuellement à l'évaluer, mais à 2, 3 ans après. Donc, mais c'est pas. Tu vois, donc dans cette pub, je reviens là-dessus parce qu'il dit, vous avez vu, il a fait x2 sur son chiffre d'affaires. Déjà, ça ne veut rien dire parce que moi, je préférais faire x2 ou x4 sur Mmh. mon Ça résultat plutôt marche. que sur mon chiffre d'affaires. Mais ce Ouais, que je c'est veux sûr. dire, c'est que tu prends des chiffres comme ça veut tout dire et rien dire. Donc le x7, je serais curieux de savoir. Tu vois, tu me dirais, l'étude montre que tu te fais coacher, la valeur de ta société prend 7 fois, tu prends 7 fois la valeur en valorisation. Euh, Là, ça me parlerait. Mais Ouais. Si tu veux, c'est un institut, tu vois, de coaching, on va dire, qui est global. mmh, Donc, tu vas pas avoir quelque chose qui va être hyper personnalisé pour, le monde dentaire, par exemple. Mais, voilà, après ça, c'est leur moyenne. Il faudrait regarder comment est-ce qu'ils l'ont calculé, hein. ouais. Mais je sais que, par exemple, nous, si on regarde nos clients, hem, dans la plupart des cas, on augmente au minimum de 30 son chiffre d'affaires et de 20 sa marge et dans les meilleurs, tu vois, on double, voire, on fait 60 de plus de chiffre d'affaires et 30 de marge en Mmh, 1 an. Surtout en 1 an, tu vois? mmh, Donc c'est assez rapide, en fait, à partir du moment où, bah, justement, tu suis ce qu'on voit en coaching, tu mets en application, tu es assez réactif et tu décides d'être le maître de ta vie sur cette année-là, les choses avancent, hein, il y a pas mmh. de magie, hein, c'est juste une mise en application, une concrétisation des actions qui sont définies. Non, c'est sûr, mais voilà, en fait, c'est toujours, la profession des chirurgiens dentistes, c'est une profession qui est extrêmement conservatrice. Il y a une migration depuis une dizaine d'années sur la prise de conscience qu'un dentiste est un entrepreneur, un chef d'entreprise, parce que nous, moi, à l'époque où j'ai fait Binas, où Cyril a fait, Brassard, on était vraiment montré du doigt, hein. Ça, faut vraiment en être Ouais, conscient. elle me racontait, oui. Mmh. Parce qu'on parlait d'argent, c'était honteux, c'était des gourous, ils veulent faire du chiffre, et voilà. Aujourd'hui, déjà, on est rentré un peu plus dans c'est rentré un petit peu plus
accepté dans les mœurs, de se dire, OK, on va parler d'argent, ça n'empêche pas qu'on peut être éthique et parler d'argent. Ça, c'est pas vraiment mais ça reste toujours... et donc cette profession qui est très conservatrice, c'est souvent de dire, mais de toute façon, tout ce que j'ai appris, je le sais. Et je lui dis, mais oui, tu le sais, mais est-ce que tu le mets en application? C'est ça aussi la différence. C'est là où je trouve que, en fait, quand tu regardes, quand tu te fais coacher, que tu as des cours, tu revois un mec pendant 2 jours, tu te dis, mais tout ce qu'il vient de dire, je le sais. Par contre, le fait que tu t'engages de le faire déjà devant quelqu'un Mmh. ou vis-à-vis de quelqu'un ou devant une assemblée, c'est pas du tout la même histoire que de se dire, ouais, je vais le faire. Non, c'est sûr et puis là, tu vois, en business, finalement, les dentistes ne savent pas. Non. Ils Non. croient savoir. Oui, ça dépend, hein, Et mais toi, il y en a vous beaucoup. avez, mais ceux que vous n'avez pas, ils croient savoir. Oui, voilà. Ceux qu'on n'a pas, ouais, soit ils n'osent pas, soit ils sont trop forts, ouais. Ouais. Ils ont pas besoin. OK. Bah, écoute, c'est très intéressant. Alors sinon, bah, tout ça, ça a un coût. C'est combien ça coûte à peu près, de se faire coacher sur 1 an avec les consultings, les trucs, les machins? Quel est le budget? C'est pas au centime près, mais quel est, le budget que ça représente? Parce que je pense que vos tarifs sont publics ou à moins que ce soit fait à la tête du client, mais je pense pas? Non, 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 si tu suis le programme de 12 mois avec le séminaire, chez Rafael Nadal, tous les outils et Sereine aussi, l'application Ouais, Sereine incluse? Ouais. qui est incluse, dans ces cas-là, on est sur un budget d'à peu près, c'est 1 900 € hors taxes par mois. Donc ça fait du 24 000, tu étais 24 hors taxes, tu arrives à 28 000, 30 000 quoi. Ouais, c'est ça, ouais, OK. 26 000. C'est pas... Bah, déjà Sereine, c'est un petit budget, hein. Donc Bah, Sereine seule, c'est déjà un petit Sereine budget. seule, c'est à peu près 450 € par mois, donc Donc, tout est c'est donc si tu veux sereine en ayant un peu plus de coaching et tous les outils, business et le mastermind et le coaching 2 fois par mois, bah, non, c'est pas si c'est pas cher. déconnant, ouais. Non, non, c'est Non, pas c'est pas si cher. déconnant. OK, bah, écoute, c'est très intéressant ça, super intéressant. Avant de conclure, cet épisode, parce que je voulais plus court, hein, donc c'est pour ça que je ne suis pas rentré dans le détail de beaucoup de choses, mais je pense qu'il y a bien l'essentiel. Il y avait 3 questions, qui ont un petit peu changé par rapport à la première. Voilà. Si tu devais changer quelque chose dans ton parcours, est-ce que tu changerais quelque chose et si oui, quoi? Hem, Peut-être que je serais venue plus tôt au monde dentaire, parce qu'il y a un énorme besoin et que pour l'instant, très peu de dentistes se font encore coacher. Mmh. Donc peut-être que j'aurais, voilà, je serais arrivée un petit peu plus tôt dans ce monde-là. OK. Et vous avez des chiffres justement sur combien de cabinets se font coacher par rapport au nombre de cabinets, global? Est-ce que vous avez une idée par rapport à ça? Hem Non. Non? Non, mais je dirais que c'est à peu près, je sais pas 5 toi, il y en a pas Ah ouais, beaucoup, donc il hein. y a de la marge quand même, hein? Ouais, ouais. Il y a de la Ouais. marge, OK. La deuxième chose, c'est, est-ce que dans tout ton parcours qui est quand même assez intéressant puisque du snowboard de Grenoble, en passant par les États-Unis, arrivé à Bordeaux avec les dentistes. Oui, juste, peut-être que, aujourd'hui, tu viendrais plus vite au monde du dentaire parce que tu as identifié une niche, voilà, qui fonctionne. Parce que peut-être que quand on va de saut de puce en saut de puce, à chaque fois, il y a un moment où tu aboutis à quelque chose et le fait d'y aboutir, se dire: «Ouais, j'aurais dû arriver plus tôt», mais finalement, est-ce que tu aurais été aussi performante si tu avais pas fait tout ça avant? Hem, c'est difficile de le dire. On ne saura Heu jamais, ouais. je suis pas certaine parce qu'en fait, chaque chose m'a appris, beaucoup de connaissances, compétences, une sensibilité, une vision, assez globale et que j'aurais certainement pas eu si j'avais pas fait tout ça, mais peut-être que j'aurais fait autre chose donc OK. La 2e chose, donc c'est ce que tu as alors, ne me avant que tu me répondes, vous venez de sortir un livre, hein, de Gad Consulting où, d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'il y a un mec qui me dit: «Mais pourquoi il a écrit un livre? Il dit tout ce qu'il dit dedans, c'est en fait, c'est toutes ses confs, il y a plus vendre de confs». Je dis: «T'inquiète, à mon avis, il y en a encore sous le pied, mais il y a un livre qui est sorti il y a 1 mois au moment où on enregistre et qui, je crois qu'il satisfait tous ses lecteurs. ouais, c'est ça. Heu,
Business to Bonheur. Business to Bonheur, le B2B, ouais. Ça, c'était, j'ai adoré le titre. Donc, à part ce livre que tu évidemment tu m'aurais recommandé, est-ce que tu aurais une lecture ou quelque chose à recommander, voilà, qui t'inspire et qui peut devenir inspirante pour les gens qui nous écoutent? Donc en effet, je conseille ce livre, même si, tu me le dis à part ce livre. Je conseille vraiment parce qu'il est vraiment complet. Et à part ce livre, je dirais qu'on a beaucoup aussi appris avec, Le succès selon Jack Canfield. Ouais, OK, Tu le connais? ouais. Je l'ai pas Ouais. lu, mais j'en ai entendu beaucoup, beaucoup parler, ouais, ouais. Le succès selon Jack Canfield, il est super complet parce qu'en fait, c'est pas seulement le succès matériel, c'est le succès émotionnel, relationnel, intellectuel. Il est vraiment super complet et après l'avoir lu, si tu mets tout en application, ben, Ça marche. réussis J'ai forcément. monté un Simon Consulting. Je vais me pencher sur la question. OK, 3e et dernière chose, où est-ce que tu te vois, alors toi ou GAD Consulting dans 10 ans? Dans 10 ans, où est-ce que je vois Get Consulting? Bah, je pense vraiment à un leader à contester là sur le marché, avec au moins peut-être allez 50-60 des parts du marché. Et peut-être aussi sur un coaching de d'autres professions parce que ce OK. qu'on fait, en dentaire, c'est essentiel, mais en fait, dans toutes les professions, autres médicales, comme les ophtalmos, par exemple, ou même d'autres professions libérales comme chez les avocats ou les notaires, en fait, tout ça est essentiel aussi. Mmh mh. Ouais. Pour l'instant, c'est quand même, au début de la vie du coaching, sur l'essentiel des professions, mais je pense que voilà, dans 10 ans, on sera vraiment bien, confirmé sur le monde du dentaire, on sera même leader et je pense qu'on aura aussi peut-être, conseillé d'autres professions libérales. OK. D'ailleurs, vous avez des chiffres sur, parce qu'on a l'impression que la profession de chirurgien dentiste a du mal à s'y mettre, mais, est-ce que vous avez des chiffres, sur les autres professions, médicales ou non d'ailleurs? Est-ce que les avocats se font coacher, en gros? Ça commence tout Ah juste, ouais? mais ils se font pas énormément coacher. Les notaires, très peu non plus. Ceux qui se font le plus coacher, ce sont plus les vétérinaires. Ouais, je suis pas étonné et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que je me souviens que, toi, moi, j'étais accompagné par Edmond Binas en 2003 et à l'époque, il avait 2 obsessions, c'était, s'orienter vers les orthodontistes, parce que c'était un peu particulier et les vétérinaires. Mmh. Et quand je l'ai revu il y a parce qu'on se voit de temps en temps avec Edmond, j'aime bien le bonhomme, il me fait marrer et on se marre bien et quand j'en ai discuté il y a 2-3 ans, je lui ai dit: «Au fait, tu te souviens les vétérinaires?» Il me dit: «Putain, on n'y est pas arrivé, mais il y avait un truc, il y avait un truc». Ouais et je suis pas Ouais, il y a un étonné, truc ouais. parce que j'ai coaché un vétérinaire, qui est directeur d'un grand groupe d'ailleurs, et ils sont hyper en avance. Mmh. Ils sont hyper en avance, en termes de développement, en termes de structure, en termes de fusion aussi. Ah ouais? Heu, OK. ouais, ouais, ouais. C'est vrai qu'on dit pas un cabinet vétérinaire, on dit une clinique vétérinaire, depuis tout le Mmh. temps et Ouais, c'est vrai. je sais pas s'ils avaient et ils peuvent être tout seuls, ils s'appellent une clinique. Tu vois? Mmh mh. C'est assez marrant, hein. Eh ben, écoute, en tout cas, c'est tout le bonheur que je vous souhaite parce que c'est, enfin, je connais plus Cyril que toi et on a eu l'occasion de se voir récemment et voilà, je trouve que c'est propre, c'est clean, c'est carré dans les angles et je n'ai absolument aucun doute sur, votre réussite, sur, 5 ans et 10 ans et en tout cas, peut-être qu'il sera, champion de parce que qu'est-ce qu'il m'avait dit l'année dernière Cyril? Qu'il visait les championnats du monde de paddle avant ses 50 ans. Je sais pas quel âge il a actuellement, mais Beh, il a pas encore 50 ans. mais c'est pas loin, je crois et il m'avait dit, Il en est pas loin, ouais, quelques mois après, il en est pas loin. ouais et il m'avait dit: «Je veux être, je vise les championnats du monde de paddle» et en fait, tu sais, c'est assez marrant parce que je le connaissais pas bien à l'époque et il me dit ça et là, tu peux avoir 2 réactions par rapport à ça. Tu dis: «Ce mec-là est complètement mythomane» ou tu dis: «Ce mec-là, il sait où il va». Tu vois? Et Non, voilà son frère, il sait où il va et il se donne les moyens et il se surtout. donne les moyens, bah, parce qu'il sait où Ouais, il va. il a identifié sa vision et il a identifié tout son plan d'action pour y arriver et il le fait, en fait. Il le fait avec discipline et il réussit, hein. Mmh, c'est OK Ouais. et ben, écoute, merci beaucoup Fanny. Je vous souhaite, on aura l'occasion de se revoir, très prochainement. Voilà, c'était le premier épisode, du revival des Gueules du Dentaire et j'ai été ravi de discuter, d'avoir ces discussions,
qu'on n'a pas la chance d'avoir, parce qu'on a toujours le côté LinkedIn, etc. Mais je trouve que ce qui est aussi intéressant, c'est de savoir qui se cache derrière ces sociétés et surtout à qui on a affaire, parce que c'est un domaine assez intrusif quand même, le coaching personnel. Voilà, bien, merci Fanny, merci à GAD Consulting d'avoir accepté. Et puis, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode des Gueules du Dentaire. À très bientôt, au revoir.